Bonsoir, bienvenue à ce nouveau webinaire mensuel sur les résultats de recherche menés avec le Centre d'innovation avec le partenariat public. Comme tous les mois, on présente des auteurs qui souvent ont publié. Et ce soir, ce sont Magali Payne et Frédéric Haas qui vont se présenter. Et je vous laisse la parole. Merci Luigi. Euh, Tu veux commencer à te présenter? Oui, oui, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, nous sommes réunis avec Magali ce soir pour vous présenter ce projet donc de formation et de co-construction de formation et de co-animation de formation pour des étudiantes en master d'orthophonie. Donc, je suis Frédéric Loas et je suis patiente partenaire. Je collabore avec le CI3P, le Centre d'innovation partenariat patient avec le public, avec lequel j'ai fait le DU il y a déjà plusieurs années, et le département de formation de médecine générale à l'université fac de médecine de Nice. Et dans ce cadre-là, j'ai eu le plaisir de travailler avec Magali Payne et de construire un module de formation sur la communication avec les patients et son entourage avec Magali, donc, et elle va dérouler et présenter ce projet. Merci Fred. Donc moi je suis orthophoniste. J'ai été orthophoniste clinicienne pendant à peu près 25-30 ans. Et puis un jour j'ai eu envie d'enseigner à la fac. Et donc là j'ai fait un master et puis un doctorat en sciences de la santé. Et puis à la fin de mon doctorat, j'ai rencontré l'équipe du CI3P et ça m'a relancé vers la clinique très agréablement parce que j'ai fait mon DU. Et dans mon projet social, j'avais inscrit effectivement la participation des patients partenaires aux enseignements du département d'orthophonie de Nice, dont je suis responsable pédagogique. Du coup, j'ai tracé un petit peu la voie aux étudiantes pour qu'elles apprennent, qu'elles comprennent ce que c'était que le partenariat patient, le partenariat de soins. Et petit à petit, j'ai introduit des partenaires patients. Donc, euh, il y a eu une première expérience qui a été faite avec Stéphanie Fauré. Et puis, dans la foulée, un module entier qui a été mené, vraiment co-construit avec Frédéric. Et c'est ça qu'on va expliquer ce soir. Donc en fait, l'expérience pédagogique, elle est assez innovante parce que vraiment, je crois bien que dans les centres de formation orthophonique français, ça se fait pas autant de manière aussi intense, hein, puisque nous, on a travaillé en formation initiale sur une UE qui s'appelle Communication avec le patient et son entourage. Et on a fait ensemble 10 heures de cours. Et puis, on a évalué l'impact de l'enseignement sur les capacités de communication des étudiantes et d'autres questions qu'on leur a posées euh, après les cours. C'était un questionnaire post-enseignement. Donc du coup après ça, on avait de la matière, on avait un questionnaire et on s'est dit on va écrire et témoigner de notre expérience parce que d'abord nous ça nous a engagés à poursuivre. Les étudiantes elles étaient très positives et donc après j'ai travaillé sur la rédaction de l'article que Frédéric a relu régulièrement. Donc en fait, en orthophonie, on partait d'un état des lieux un peu intéressant dans le sens qu'on avait déjà eu une enquête assez dense hein, d'Ilona Verba en 2021 qui portait sur 1000 orthophonistes. Et elle avait donc dégagé de cette enquête que les orthophonistes se disaient en grande majorité, c'est-à-dire à 69%, centrés patients. Donc centrés patients, ça veut dire que leur pratique, elle tourne beaucoup autour du patient, mais il y en avait quand même que 5% qui connaissaient vraiment le terme de partenaire patient et que du coup, il y avait effectivement une adhésion à cette inclusion du patient au centre du soin et nous qui tournions autour, donc un petit peu dans un modèle ancien.
qui a été réformé après par le modèle de Montréal. Mais ce que identifiait bien Ilona, c'était un manque de formation, un manque de ressources, et elle conseillait dans l'article qu'elle a écrit, hein, j'ai mis la référence sur mon PowerPoint, je pense qu'il va être partagé. Elle conseillait déjà donc en 2021 d'inscrire le partenaire patient dans la formation initiale, de co-construire des activités pédagogiques et de manière à apprendre à intégrer le patient aux décisions de soins le concernant. Et puis, il y a le travail de Mireille Kerlan, Mireille Kerlan, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est pour nous les orthophonistes, c'était Madame Éthique. Elle était très branchée sur l'éthique orthophoniste avant de faire son DU. Après, elle a fait le DU de partenariat de soins et elle a écrit donc deux articles, un en 2023 et un en 2025, en décembre, là, qui vient de paraître. Et elle, c'est vraiment une vraie charnière parce que elle enseigne, elle fait de la formation professionnelle et elle a ses aspects éthiques, donc le positionnement du patient qui lui tient beaucoup à cœur. Et elle relève comme ça que ce qu'on avait bien senti dans l'approche d'Ilona Verba, c'est-à-dire que en orthophonie, on s'est vraiment approprié ce qu'on appelle l'evidence-based practice, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves, qui s'articule sur un triptyque en forme de fleur, dans laquelle il y a les préférences du patient, mais aussi l'expertise clinique et la recherche de données qui font un joli cœur. Mais il n'y avait pas dans ce modèle, qui est toujours actuel hein, d'ailleurs en orthophonie, les savoirs expérientiels du patient. Et donc, elle proposait de passer à prendre en compte les savoirs expérientiels du patient, co-construire le projet de soins. Et c'est un peu vrai que dans nos pratiques orthophoniques, on est très proche du patient parce qu'on travaille avec des gens qui ont des maladies chroniques, donc on les suit pendant longtemps. Mais globalement, l'orthophoniste, elle a fait ses preuves, elle fait ses propositions, mais on ne peut pas forcément dire que le patient co-construit. Alors, c'est pas généralisable parce que, par exemple, Frédéric, avec son orthophoniste, elle a une toute autre expérience. Donc, euh, ceci étant, Mireille Kerlan, elle dit la même chose qu'Ilona, c'était d'un grand intérêt pédagogique d'impliquer les patients partenaires dans la formation initiale, dans le but de développer des compétences réflexives, hein, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, ce que ressent le patient, éthique et collaborative qui soit adaptée aux situations cliniques en orthophonie qui sont un peu particulières. Voilà. Donc ça, c'était ce qui était préexistant, avec évidemment tout le système du modèle de Montréal qui date quand même de 2015, que certains connaissent, d'autres non, la valorisation des savoirs expérientiels, la complémentarité des savoirs orthophoniques qui existent, hein, et moi, j'ai aussi utilisé dans mon travail un article que Luigi a fait paraître dans une revue qui s'appelle La rééducation orthophonique, qui avait été coordonnée par Mireille Kerlan et dans lequel Luigi faisait l'introduction de ce recueil de témoignages. Et donc, il posait là des choses importantes comme effectivement le patient, il a des compétences qui sont utiles dans le soin, qui sont utiles dans la formation et que même on peut co-construire les enseignements avec des partenaires patients. Et il a effectivement été à l'origine de ce dispositif en tandem d'enseignantes et partenaires patientes parce que plus on introduit ces dispositifs précocement et de manière pérenne, mieux c'est et c'est justifié par ce que nous disait Luigi, ce qui avait déjà été fait avant aussi dans des expériences au Québec, en pharmacie, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, dès que j'ai mis en forme un petit peu tout ça, ben, on a fait cette expérience qui est une expérience pédagogique et on a écrit cette approche descriptive avec donc l'étude étant notre enseignement en tandem, intégré au Master 1, donc avec des filles qui étaient en quatrième année d'études
d'orthophonie dans l'UE communication avec le patient et son entourage. Donc, on a envoyé le questionnaire à la fin du mois de juin. Il y a eu 16 étudiantes qui ont répondu, donc c'est pas beaucoup, mais elles ont répondu. Et donc, on avait un recueil des données automatiques, notre questionnaire étant sur Google Forms. Et ce questionnaire-là, on l'avait co-construit avec Frédéric et avec des étudiantes qui l'avaient relu. Et donc, les axes d'analyse des résultats de ce questionnaire, ils sont clairement positionnés sur est-ce que ça a modifié votre positionnement clinique? Est-ce que ça a modifié vos compétences communicationnelles? Et est-ce que ça a apporté quelque chose dans ce que vous représentiez du partenariat patient? Évidemment, nous, notre objectif, c'était de voir si ça les avait fait bouger dans leur posture clinicienne, si ça avait euh, amélioré ou modifié la communication et la compréhension du partenariat patient. Donc, ce qu'il faut que je dise, parce que je sais que dans l'article, c'était pas forcément très clair, mes relecteurs, ils me l'ont dit, c'est-à-dire que ces étudiantes qui étaient en quatrième année avec nous, en deuxième année, j'avais fait tout un cours sur le partenariat patient, sur la relation de soins. Donc ça, c'était en 2024. En 2023, en 2025, quand elles étaient en licence, elles avaient déjà rencontré Stéphanie Fauré pour la création de 2 heures de TD sur une situation clinique. Donc elles étaient déjà un petit peu aguerries. Elles avaient déjà vu une partenaire patiente, elles savaient ce que c'était que le modèle. Et là, ça a été vraiment une mise en pratique. Donc, on a travaillé avec Frédéric. Ils nous ont envoyé des cas cliniques qui avaient posé problème, hein, des problèmes de communication, des problèmes éthiques, des problèmes dans lesquels elle s'était sentie un petit peu coincée. Et on leur a proposé des jeux de rôle, des vidéos, et on faisait toutes les deux des analyses des pratiques, des retours croisés. Ça a été principalement comme ceci. Et les résultats, ça a été assez intéressant, même si elles sont peu nombreuses à avoir répondu, et j'expliquerai plus tard comment on espère rattraper ça. C'est que, en grande majorité, elles ont complètement changé de perspective clinique. Elles ont compris ce que c'était qu'un patient et le vécu du patient, à quel point il fallait en tenir compte. Une meilleure réflexibilité, une remise en question, une meilleure adaptation. Donc, en gros, plus d'écoute, ce qui est le minimum pour des étudiantes ortho, mais surtout moins de jugement. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes filles, des filles qui ont entre 20 et 25 ans, hein. Meilleure gestion des situations complexes. Sur le plan communicationnel, elles ont vraiment, à 100%, elles ont adhéré à notre euh, dispositif. Elles pensent avoir amélioré leur communication au moins 14 sur les 16. Et elles ont pris conscience que les mots qu'elles utilisaient de manière un peu spontanée, là, comme ça, eh ben, ça pouvait avoir un impact sur le patient, être mal compris. Donc, elles disent qu'elles ont une meilleure adaptation du discours, des émotions du patient, une meilleure écoute active. Et puis, alors après, les représentations du partenariat patient, elles commencent à comprendre un petit peu ce que c'est. C'est un peu mieux, mais il y en a vraiment un peu plus de la moitié hein, qui ont dit que ça avait changé les choses parce que, euh, en gros, elles trouvent que c'est super cette organisation en tandem. Elles trouvent que c'est du coup ce qu'on transmet, c'est très authentique, c'est très formateur. Mais en gros, dans leur tête, elles ont des freins parce qu'elles se disent, moi, je pourrais jamais le faire dans ma pratique. Je ne saurais pas trouver les partenaires patients, je ne saurais pas trouver les budgets. Et donc, on n'a pas entièrement répondu à ces attentes-là. Après, je vais laisser la parole à Fred parce elle a une expérience très particulière qu'elle a communiquée dans l'article et qui est intéressante. Si tu veux, Fred, je te laisse. Oui, oui, avec plaisir. Euh, Cette expérience-là, elle m'a plu à plus d'un titre, parce que déjà, à titre personnel, en tant que patiente, moi, je travaille avec une orthophoniste, déjà depuis de nombreuses années, pour des problèmes cliniques un petit peu spécifiques. Et comment dire,
Ça fait donc à peu près 5 ans que je travaille avec cet orthophoniste à raison d'une fois par semaine. Et quand on est formé au partenariat patient, euh, forcément, la relation que j'ai avec les différents professionnels de santé qui me soignent, c'est pas une position traditionnelle dans la mesure où effectivement je suis très impliquée dans la manière dont je souhaite être soignée. Et avec mon orthophoniste, j'ai pu établir cette relation de confiance et quelque part rejoindre ce que Magali explique, ce qu'on a mis en place dans le module de formation avec les étudiants en master. C'est-à-dire que, ben, une fois que cette relation de confiance elle a été construite avec mon orthophoniste, on a vraiment co-construit un plan de soins pour moi et adapté à mes besoins, en sachant que ces besoins, ils sont pas figés, ils sont évolutifs et que ben, quand j'arrive à cette séance, il n'y a pas de programme préétabli, il y a une ligne de conduite globale, mais effectivement, elle adapte en fonction de comment je me sens ici et maintenant et quel est mon besoin du moment à l'instant T. Et effectivement, le fait d'avoir cette approche-là en co-construction et en partenariat, ça m'a été beaucoup plus facile parce que je suis partie de ma propre expérience, de mon savoir expérientiel, et c'est ce que j'ai pu transmettre aussi aux étudiants en travaillant avec Magali, en leur expliquant que, ben, effectivement, quand on a un patient en face de soi, ben, il y a un tableau clinique, mais il y a aussi tout un tas de paramètres intrinsèques et extrinsèques. Donc, ben, c'est important d'avoir cette écoute à l'instant T des vrais besoins du patient. Et ce message-là, pour moi, c'était important de le faire passer aux étudiants. Et puis, effectivement, ben, l'importance des mots du soin, hein, pour effectivement que le patient ne se sente accompagné et pas pris en charge. Voilà, en gros, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je le fais Oui, peut-être oui, en parce que Italie. c'est vrai que, moi, quand on a construit l'article, Fred, elle a écrit tout le passage sur son témoignage. Et en gros, ce que tu as dit, c'était que c'était très enrichissant, à la fois sur le plan personnel, parce que ça faisait partie de ton soin aussi. Et puis pédagogiquement, tu as appris plein de choses et que ta maladie, finalement, ça devient une ressource. Ça devient un savoir expérientiel structuré, utile pour les étudiantes en santé. Sa participation pédagogique, elle était reconnue. Et donc, cette co-animation, elle a rendu vraiment le partenariat très concret. Et c'est vrai qu'il y a une des étudiantes qui nous a dit que pour elle, c'était le seul vrai enseignement clinique de toutes ces 4 années qu'elle avait passées à la fac. Donc après, au niveau des limites identifiées, bah, on a eu peu de répondantes, donc on était un peu frustrés, mais on a un peu traîné à faire ce travail-là. Donc cette année et les années à venir, on le fera tout de suite après la fin du cours, parce que en fait, il y a un risque de biais. Comme il n'y en a que 16 qui nous ont répondu, on se dit c'est peut-être les seuls qui ont vraiment apprécié. Ou alors, il y en avait deux qui étaient un peu négatifs, donc peut-être les seuls qui étaient réfractaires, qui ont répondu, enfin, on ne sait pas trop. Euh, et puis, on a encore du boulot pour leur expliquer comment transférer ça en situation réelle. Mais par contre, nous, ce qui est clair là, c'est que c'est pérenne, c'est que ces enseignements, ils sont inscrits et se déroulent chaque année. Le dispositif va être étendu parce qu'on a rencontré d'autres partenaires patientes avec d'autres pathologies qui vont être intégrées dans des cours plus cliniques, comme le souhaitaient les étudiantes. Et donc, on va continuer à évaluer le dispositif directement après. Et puis, je pense qu'on va aussi l'évaluer un petit peu à moyen terme pour voir qu'est-ce qu'il en reste et dans leur pratique, qu'est-ce qu'elles vont en retenir. Donc, j'ai un peu sauté la discussion, mais je pense que globalement, ce que je peux vous dire, c'est que cette décentration, ça a vraiment permis
l'authenticité et d'aborder la vigilance éthique. Et donc, c'était globalement très, très positif quant à l'expérience menée auprès des étudiantes. À poursuivre et à approfondir pour qu'on puisse faire une étude un peu plus lourde qualitativement et quantitativement. Et Voilà. puis, je voudrais juste ajouter, effectivement, que euh, deux, deux points forts dont a parlé Magali, c'est effectivement de partir de situations concrètes qu'elles vivent dans leur pratique. On y a été avec énormément de progressivité. On est parti de de situations simples pour aller de situations de plus en plus complexes. Ça, c'était important. Et aussi une séance qui m'a beaucoup marquée, c'est quand on s'est appuyé sur le support du film de Valérie Donzelli, La guerre est déclarée. La guerre est déclarée, où effectivement, je pense que l'impact du 7e art, ils ont visionné les deux extraits une première fois et puis une deuxième fois. Et effectivement, là, effectivement, je pense qu'elles ont été touchées au cœur parce que ces scènes-là étaient très poignantes et très marquantes et qu'on a pu, à partir de ces deux scènes en particulier, travailler vraiment de façon très en profondeur. Et je pense que ça a laissé une empreinte importante chez les étudiants. Oui, parce qu'en fait, on a reçu beaucoup de cas cliniques, hein. Ils nous avaient envoyé tous leurs cas cliniques par mail. Et ce qui ressortait cette année-là, c'était l'annonce. Comment on fait une annonce, comment on fait une annonce difficile. Et du coup, on a demandé de l'aide à Luigi pour avoir accès à ces extraits de La guerre est déclarée, parce que moi, ça m'avait marqué pendant mon DU. Ce moment où ils partent à Marseille et puis où elle court dans les couloirs de la Timone, c'était tellement puissant. Donc, elles ont effectivement pu dire des choses très intimes, très personnelles, de ce qui les angoissait dans des annonces difficiles à faire. Et ça a été ben, un vecteur très intéressant, effectivement.